Ils la prirent à partie au milieu du salon, une humiliation publique, devant leurs enfants, les employés et même cette nouvelle nounou qui ignorait jusqu'au prénom des petits. Mais lorsqu'elle est entrée dans la chambre des enfants et a fait une chose que personne n'osait faire dans cette maison, il a compris qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Hélène Dubois se tenait debout, les mains encore humides de savon, face au plan de travail en marbre de la buanderie, quand un son étouffé lui parvint de l'étage. Un pleur frêle, répété, comme le sanglot contenu d'un enfant seul dans une chambre immense. Il était presque 20 heures, et elle avait déjà nettoyé les 2 salles de bain du rez-de-chaussée, passé la serpillière dans le hall principal et servi le dîner du chauffeur depuis la cuisine. Sa première journée de travail touchait à sa fin. Mais le son ne cessait pas. Elle n'était pas censée monter. Son poste était celui d'agent de service. Rien à voir avec une nounou. Aucune interférence avec les enfants du patron. La gouvernante de la maison avait été très claire dès le matin. Pas d'improvisation. Chacun reste à sa place. Malgré tout, elle a séché ses mains sur son tablier, a pris une grande inspiration et a commencé à gravir les marches. En haut, le couloir était baigné de ces lumières indirectes et froides qui ne réchauffent rien. Sur le long tapis, 2 jouets gisaient abandonnés, une poupée sans bras et une voiture télécommandée à l'essieu brisé. Elle a suivi le son jusqu'à la dernière porte sur la droite. Elle l'ouvrit doucement. Théo était recroquevillé près de la tête de lit, sous une couverture bleu marine. Il ne pleurait pas à grands cris. Il sanglotait juste, à peine audible, le visage tourné vers le mur. La nounou, la 4e en 2 mois, était assise avec des écouteurs sur le canapé d'angle, tapotant sur son téléphone, les pieds nus sur le tapis coûteux. Hélène est entrée. La nounou ne l'a même pas remarqué. Elle s'est approchée de Théo et s'est accroupie. « Je suis là, d'accord ?» dit-elle tout bas, sans le toucher. Il a tourné son visage. Ses yeux étaient rouges, son nez coulait. Il n'a rien dit. Elle a pris un mouchoir en papier sur la table de chevet et le lui a tendu avec précaution. Quand j'avais ton âge, ma chambre était plus petite que cette armoire. Mais la peur, elle, était tout aussi grande. Le petit garçon l'a regardé. Pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un lui parlait comme à une personne. En bas, le bruit de pas fermes a résonné sur le parquet. Le père montait. « Hélène !» Le cri a explosé depuis l'escalier. Elle s'est levée lentement et a fixé la porte ouverte. « Descendez, tout de suite !» a dit Arnaud, la voix aussi froide que le marbre de l'entrée. Hélène n'a pas répondu. Elle a juste jeté un nouveau regard à Théo, qui ne pleurait plus. Alors qu'elle passait devant le père dans le couloir, il a chuchoté d'un ton sec « Il n'y a pas de place ici pour le sentimentalisme de bas étage. » Elle a continué son chemin sans se retourner. Cette nuit-là, Léa aussi a pleuré. Mais au cœur de la nuit, quand le silence était presque total, une faible lueur est apparue sous la fente de la porte de la chambre des enfants. Et Hélène, les yeux humides et un sac en tissu sur les genoux, est revenue, non par entêtement, mais pour quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus humain. Le lendemain, la vaste demeure s'est réveillée comme elle s'était endormie, en silence. Pas de rire, pas de bruit de pas pressés, pas de dessins animés à la télévision, ni de céréales crissant dans un bol. Juste le raclement des chaises du petit déjeuner, le tintement des cuillères dans les tasses en porcelaine, et le flot constant des emails arrivant sur l'ordinateur portable d'Arnaud Blanchard. Il mangeait, les yeux rivés sur l'écran. À côté de lui, Léa était assise, figée comme une statue. Théo dormait sur son bras, son verre de jus encore plein. La nounou avait démissionné au milieu de la nuit. Elle avait envoyé un message prétextant un environnement émotionnellement épuisant et avait bloqué tous les contacts de la maison. C'était la 4e en moins de 3 mois. « Engagez-en une autre, Amandine », a dit Arnaud à la gouvernante sans lever les yeux. « Aujourd'hui. » Amandine a hoché la tête, prenant une note dans son carnet. Mais avant de quitter la cuisine, elle a jeté un regard rapide à Hélène, qui nettoyait discrètement un coin du comptoir. Ce n'était pas un regard de reproche, c'était de l'étonnement. Elle était encore là. La veille au soir, tout le monde pensait qu'elle partirait. Mais elle est restée.
Elle a nettoyé le sol de l'entrée après le dîner, lavé les torchons que personne ne voulait plus toucher, et descendu seule les poubelles du tri sélectif. Et à 7 heures du matin, elle était de retour, les cheveux tirés en un chignon serré, les yeux cernés mais le regard ferme. Hélène ne parlait pas beaucoup, mais elle voyait tout. La routine de la maison était réglée comme une horloge suisse. Le chauffeur arrivait à 6h30. La nutritionniste déposait les boîtes du déjeuner étiquetées à 8h. Le tuteur privé entrait à 9h et repartait à 11h30. Ensuite, les écrans. Toujours les écrans. Une tablette pour Léa, une autre pour Théo. Pas de rire, pas de dispute, pas de conversation. Ils ont tout. Ils ont juste besoin de discipline, disait souvent Arnaud, chaque fois que quelqu'un osait suggérer un peu plus de chaleur dans le quotidien de ses enfants. Mais son tout à lui était un empire bâti sur l'absence. La mère des enfants, Élise, était décédée 9 mois plus tôt. Une embolie post-partum silencieuse, soudaine. Théo avait à peine eu le temps de la connaître. Léa ne parlait pas de sa mère, ni à son sujet. La maison n'avait plus jamais été la même. Arnaud, habitué à gérer des crises d'entreprise avec des rapports et des objectifs, a tenté d'appliquer la même méthode à la douleur de ses enfants. Des psychologues coûteux sont venus. Certains ne sont pas revenus après la première séance. D'autres ont dit ce qu'ils refusaient d'entendre. Les enfants sont en deuil. Ils n'ont pas besoin de plus de règles. Ils ont besoin de présence. Il a ignoré, a changé de professionnel, a renforcé la sécurité, a installé des caméras jusque dans les chambres. Il n'a juste pas remarqué que ses propres yeux étaient toujours hors du champ. Hélène était différente de toutes les employées qui étaient passées par là. Elle ne souriait pas trop, n'engageait pas la conversation. Elle ne complimentait pas les meubles, ni ne posait de questions sur les voyages à l'étranger. C'était une femme mince, à la démarche discrète, qui nettoyait avec une précision quasi rituelle. Mais il y avait un détail que personne n'avait remarqué au début. Tous les soirs, avant de partir, elle pliait les couvertures du canapé du salon et laissait un jouet dessus. Toujours le même, celui que les enfants avaient laissé par terre la veille. Elle ne le leur donnait pas, elle n'en parlait pas, elle le laissait simplement en vue, comme pour dire silencieusement « J'ai vu, j'ai compris ». C'est Léa qui l'a remarqué en premier. Un vendredi matin, en descendant pour son jus de fruits, elle a vu la poupée avec le bras réparé sur le fauteuil. Elle a regardé Hélène, qui nettoyait la vitre de la fenêtre. « C'est vous ?» Hélène a simplement ralenti son geste. Puis elle a dit « Son bras était coincé dans le canapé. J'ai pensé qu'elle aimerait être de nouveau entière. » Léa a pris la poupée, l'a serrée contre sa poitrine et est partie sans un mot de plus. Mais elle n'a pas lâché le jouet de toute la journée. Cette nuit-là, Hélène a laissé autre chose sur le canapé, une feuille pliée avec un dessin fait au crayon. Un dragon endormi. Dans le coin, écrit d'une petite lettre malhabile, « Histoire pour quand la peur empêche de dormir ». Le samedi, Arnaud est rentré plus tôt du travail et a trouvé ses enfants assis sur le tapis du salon, écoutant Hélène leur raconter une histoire qu'elle inventait sur le champ, les mains gesticulant et la voix chuchotée. Quand il est entré, ils se sont tous les deux figés. Hélène s'est aussi arrêtée. Elle s'est levée lentement, comme si elle avait commis une faute grave. Arnaud a regardé ses enfants. Il semblait plus vivant, mais il n'a montré ni surprise, ni gratitude. Juste de la froideur. Que se passe-t-il ici? Théo a regardé son père. Pour la première fois, il a parlé. La dame connaît des histoires que personne d'autre ne connaît. Arnaud n'a pas répondu. Il a juste fixé Hélène pendant une seconde de trop. Le lendemain matin, elle a été convoquée par la gouvernante. Monsieur Blanchard veut limiter votre champ d'action. Vous devez éviter toute interaction avec les enfants en dehors de vos heures de ménage. Hélène a écouté, sans discuter, sans répliquer. Mais cette nuit-là, quand Léa s'est de nouveau réveillée en pleurant, elle n'est pas entrée dans la chambre. Elle a simplement laissé une petite boîte en bois devant la porte avec une étiquette manuscrite « Quand les larmes sont plus fortes que le sommeil, ouvre-moi ». 2 jours plus tard, une scène inattendue s'est produite dans la salle à manger.
Léa a tiré sa chaise, a posé la petite boîte sur la table et l'a ouverte devant son père. À l'intérieur, il y avait de petits morceaux de papier avec des dessins de personnages, de lieux, des cartes, des questions. « Non, qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. « C'est d'Hélène. Ce sont des histoires pour quand on a mal à l'intérieur. » Arnaud a regardé les dessins comme on déchiffre une langue étrangère. « Elle ne devrait pas te donner ça. » Léa l'a dévisagé. Pour la première fois, sans peur, mais elle l'a fait, et ça a aidé. Théo a acquiescé de la tête. Hélène, depuis le coin de la cuisine, faisait semblant de nettoyer le sol, mais sa main tremblait. Le père s'est levé et passé devant elle sans un mot. Mais le soir, il est apparu dans la chambre des enfants avec un des papiers à la main. « Qu'est-ce que ça veut dire, ce dragon ?»« Qui dort ?» a-t-il demandé, maladroitement. Léa a souri. Théo a écarté la couverture. « Viens, on t'explique. » Pour la première fois, Arnaud s'est assis sur le bord du lit de ses enfants, et quand Hélène est passée dans le couloir, elle a entendu un son nouveau dans cette maison, un petit rire, et la voix de l'homme qui demandait « Et ensuite, qu'est-il arrivé au dragon ?» Ce lundi-là, la boîte à histoire se trouvait sur la table basse du salon au petit matin. Elle n'était plus dans la chambre des enfants. Quelqu'un l'avait amenée dans l'espace commun, comme pour dire « Ceci appartient à tout le monde maintenant ». Amandine, la gouvernante, s'est arrêtée devant la boîte en arrivant. Elle a lu l'une des étiquettes, a froncé les sourcils et a gardé cela en mémoire. Puis elle est allée à la cuisine, où Hélène faisait la vaisselle du petit déjeuner avec la radio allumée à faible volume. Monsieur Arnaud n'a rien dit, mais hier, je l'ai entendu demander aux enfants de lui raconter une histoire avant de dormir. Hélène a continué à frotter un verre avec des mouvements lents. C'était leur idée, a-t-elle répondu. Amandine s'est approchée, a baissé la voix. Vous avez fait quelque chose à ces enfants? Hélène a rincé le verre, l'a posé sur le torchon et a répondu sans quitter l'évier des yeux. J'ai juste écouté ce que personne ne voulait entendre. Cette semaine-là, quelque chose a commencé à changer. Pas de manière brutale, c'était subtil. Les jouets, autrefois éparpillés sur le sol, retournaient dans les paniers. Léa s'est mise à demander des couverts identiques à ceux de son père. Théo, qui vivait caché derrière les écrans, a commencé à apparaître dans le jardin avec des feuilles dans les poches, cherchant des ingrédients pour des potions que lui seul savait préparer. Et dans tout cela, il y avait un fil invisible tiré par Hélène. Jeudi, en fin d'après-midi, Arnaud est rentré plus tôt. Il a trouvé Théo assis à l'ombre, dessinant une carte sur un morceau de carton. Hélène était là, mais assise à une certaine distance, recousant la doublure déchirée d'un coussin. Il a observé pendant quelques secondes avant de parler. « C'est quoi cette carte ?» Théo a levé les yeux, excité. « C'est celle de l'endroit où le dragon dort. » Arnaud a haussé un sourcil. « Et qu'y a-t-il à cet endroit ?» Théo a réfléchi, puis a répondu « C'est le seul endroit où les pleurs se transforment en pierre. » Et personne ne marche dessus par accident. Le père est resté silencieux. Puis il a regardé Hélène, qui gardait les yeux sur le tissu. « C'est vous qui lui avez appris ça ?» Elle a arrêté de coudre. Elle a regardé Arnaud dans les yeux pour la première fois depuis des jours. Non, il le savait déjà. Il manquait juste quelqu'un pour poser la question. Le vendredi, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. Madame Sylvie, la mère d'Élise, la défunte épouse d'Arnaud, est arrivée sans prévenir. Elle est entrée dans la maison avec son élégance contenue, une robe beige jusqu'aux pieds, les cheveux blancs relevés en un chignon impeccable. Elle portait un petit sac et une enveloppe à la main. « Je suis venue laisser quelques affaires d'Élise pour les petits-enfants », dit-elle à Amandine. Arnaud est descendu en apprenant la présence de sa belle-mère. L'atmosphère est devenue tendue. « Pas la peine de vous déranger avec ça, Sylvie. Ils vont bien. » Elle a simplement souri avec des yeux tristes. Élise disait ça aussi, mais parfois, le bien cache plus qu'il ne révèle. Avant de partir, elle est passée par la cuisine. Elle a vu Hélène ranger les placards. Elle s'est arrêtée, a observé. « Vous êtes Hélène ?» « Oui, madame. » J'ai appris que Léa avait recommencé à sourire. Et Théo parle davantage.
C'est votre œuvre » Hélène a hésité. « Je pense que c'est le manque. Quand on le traite avec douceur, il nous rend quelque chose de bon. » Madame Sylvie a sorti une enveloppe de son sac. Élise a écrit ça 1 mois avant de mourir. C'était à ouvrir s'il arrivait quelque chose. Mais Arnaud n'a jamais voulu la lire. Peut-être que les enfants la méritent. Elle a tendu l'enveloppe à Hélène. « Lisez-la leur, quand vous sentirez que c'est le moment. » Et elle est partie. Cette nuit-là, Léa a eu de la fièvre. Elle s'est réveillée 2 fois en pleurant. Hélène est montée pour l'aider. Théo s'est aussi réveillé. Tous les deux ont demandé une histoire. Elle a hésité, mais elle a pris l'enveloppe sur la commode et a dit « Ce soir, ce n'est pas une histoire inventée. C'en est une que quelqu'un a laissée juste pour vous. » Elle s'est assise sur le bord du lit, a ouvert le papier et a commencé à lire. L'écriture d'Élise était légère, presque dansante. « Mes enfants, si un jour je ne suis plus là, je veux que vous sachiez une chose. Le courage n'est pas le contraire de la peur. C'est ce qu'on fait, même quand on a peur. L'amour que je ressens pour vous ne tient pas dans un seul câlin. Alors, j'ai laissé cet amour dans des histoires. Racontez-en une à l'autre. Et souvenez-vous que le manque n'est que l'écho de l'amour. » Quand elle a terminé, Théo avait les yeux embués de larmes. Léa tenait fermement la main de l'employé. « Maman était comme ça ?» a demandé Léa. Hélène a répondu sans réfléchir. Elle l'était. « Oh, comment vous le savez ?» Elle a souri en regardant l'enveloppe. « Parce que j'ai moi aussi connu une femme qui laissait de l'amour caché dans les mots. » Le lendemain, Arnaud a trouvé ses enfants en train de dessiner une nouvelle histoire. Ils utilisaient du papier de brouillon, un crayon cassé et un feutre. En haut de la feuille, écrit en grandes lettres « Histoire pour un papa qui a oublié comment être un enfant ». Il a lu, en silence. Puis, il a appelé Hélène dans le salon. « Vous saviez qu'Élise avait laissé une lettre ?» Elle a simplement hoché la tête. Il a regardé par la fenêtre. Dehors, les enfants jouaient sur la pelouse. Ils riaient, se salissaient les genoux. Et que disait-elle ? Hélène a répondu les yeux humides. Que son amour était toujours là. Arnaud l'a regardé un long moment. « Vous avez encore la boîte à histoire ?» Elle a répondu d'une voix ferme. « Elle n'est plus à moi. Maintenant, elle est à eux. » Le dimanche suivant, Léa s'est réveillée plus tôt que d'habitude. Hélène passait encore la serpillière dans le couloir quand la fillette est apparue, les cheveux en bataille, pieds que nus, tenant la poupée au bras réparé. « Je veux encore une histoire. » Hélène l'a regardée surprise, puis elle a séché ses mains sur son tablier et s'est accroupie. Maintenant, Léa a acquiescé, le regard déterminé. « Sur le dragon. Je veux savoir ce qui s'est passé après. » Hélène a réfléchi une seconde, puis a souri légèrement. « Alors va te brosser les dents, je t'attends en bas avec la suite. » Léa a couru dans le couloir, tout excitée, mais l'instant a été de courte durée. Arnaud est apparu en haut de l'escalier, le visage encore bouffi de sommeil et une tasse de café à la main. « Que se passe-t-il ? J'ai demandé une histoire, » a dit Léa directement. Maintenant, Arnaud a plissé les yeux. Puis, il a regardé Hélène. « Ça fait partie de ses fonctions ? C'est moi qui ai demandé, » a répété Léa en croisant les bras. Il a hésité, puis a tourné le dos et est descendu en silence. Mais le message flottait dans l'air. C'était lui qui contrôlait. Toujours. Dans le salon, Hélène attendait avec la boîte entre les mains. Léa s'est assise à côté. Théo est apparu peu après, traînant un coussin par terre. « Aujourd'hui, vous allez entendre la partie que personne n'écoute jamais, » a dit Hélène d'une voix basse. « La partie triste ?» a demandé Théo. Elle a secoué la tête. « La partie qui fait mal, mais qui doit être racontée. » Elle a sorti de la boîte un papier plié avec une illustration faite à la main. Un puits profond, avec des cordes rompues et une petite créature seule au fond. Un jour, le dragon s'est réveillé, mais il n'était pas chez lui. Il était dans un endroit sombre, glacial, et tout en haut, personne n'entendait ce qu'il criait. « Il était prisonnier ?» a demandé Léa. « Oui, et il pensait que personne ne viendrait le chercher. » Théo s'est approché, les yeux fixés sur le dessin. « Mais quelqu'un est venu ?» Hélène les a regardés. « Non, il a dû grimper tout seul. Au milieu de l'histoire,
Arnaud est passé dans le couloir. Il a vu ses enfants là, attentifs, presque en transe. Il s'est arrêté quelques secondes, puis a continué vers son bureau. Mais il a laissé la porte entr'ouverte. Pendant le déjeuner, la tension est revenue à table. « Léa, arrête de manger avec les mains », a-t-il dit. « Mais maman laissait… » La phrase est morte dans l'air. Arnaud a posé ses couverts. « On ne compare pas ici. Tiens-toi juste correctement. » Léa a baissé les yeux. Théo a repoussé son assiette, sans faim. Hélène, de la cuisine, a tout entendu. L'après-midi, Léa a disparu. Amandine l'a cherchée dans le jardin, dans les salles de bain, dans les placards. Rien. Quand Hélène l'a su, elle est allée directement au seul endroit où personne n'avait pensé à chercher, le dressing de sa mère. Il était fermé à clé depuis l'enterrement. Arnaud ne permettait à personne d'y toucher. Mais la clé était au même endroit, depuis toujours, dans un faux livre sur l'étagère du bureau. Hélène est entrée sans être vue. Elle a pris la clé et a ouvert la porte doucement. Léa était là. Assise par terre, enveloppée dans l'un des châles de sa mère, un léger parfum flottant dans l'air. « Elle sent toujours la même chose », a dit la fillette, sans la regarder. Hélène n'a rien dit. Elle s'est simplement assise à côté d'elle. Pourquoi il enferme toutes ses affaires? On dirait qu'elle n'a même pas existé. Parfois, la douleur fait ça. Elle essaie de cacher ce qui est beau, juste parce que c'est devenu insupportable. Léa l'a regardé. « Le dragon a fait ça aussi ?» Hélène a souri. « Oui. Il a essayé de cacher son propre feu en pensant que ça arrêterait de le brûler de l'intérieur. » Léa s'est appuyée sur l'épaule de l'employé. « Mais il avait encore du feu. Il en a toujours eu. Il devait juste réapprendre à souffler. » En fin de journée, Arnaud est apparu dans la buanderie. Hélène pliait des serviettes en silence. « Vous avez pris une clé que vous n'auriez pas dû prendre. » Elle n'a pas arrêté de plier. Elle avait besoin de voir sa mère. Il a respiré profondément, les yeux fixés sur elle. Ça ne fait pas partie de vos fonctions. Hélène a terminé son pli, a empilé la serviette et a dévisagé son patron. Et votre fonction à vous, c'est de prétendre qu'elle n'a jamais existé? Il n'a pas répondu. La douleur est la vôtre, monsieur, mais les enfants en paient le prix. Arnaud a plissé les yeux. Puis il est sorti. Hélène a repris son travail. Mais la serviette suivante lui a glissé des mains. Le jour suivant, Léa n'a pas adressé la parole à Hélène, ni Théo. Pendant tout le petit déjeuner, ils ont regardé leur assiette, muets, comme si quelque chose s'était brisé. Au milieu de l'après-midi, alors que l'employé nettoyait la vitre de la véranda, Léa est passée et a dit, sans la regarder, « Vous avez menti. » Hélène a immobilisé son chiffon en l'air. « À quel sujet ? Vous avez dit que le dragon avait du courage. Mais il a fui son père. » Hélène est restée silencieuse. Fuir, c'est aussi du courage, quand on comprend qu'on ne peut plus rester petit juste pour tenir dans le monde des autres. Léa l'a regardé, les yeux pleins de larmes. Mais, et si on n'arrive pas à fuir? Hélène a répondu doucement. Alors on apprend à grandir, même si personne ne nous l'enseigne. Plus tard, Théo a apporté un papier plié jusqu'à la buanderie. On a dessiné ça pour vous. C'était le dragon, mais avec une cicatrice sur le visage et une aile cassée. « Il peut encore voler ?» a demandé le garçon. Hélène a regardé le dessin un long moment, puis elle a répondu avec un léger sourire. « Il peut, mais seulement s'il se souvient que le ciel n'appartient à personne. » Théo a serré sa jambe avec force. Léa est apparue peu après et s'est adossée à l'évier, les bras croisés. « Papa va être en colère s'il sait qu'on vous parle encore. » Hélène a acquiescé. « Alors ne lui dites pas. » Léa a répondu. « Non, on va lui dire. Mais plus tard, quand il sera prêt à écouter. » Hélène a souri. Cette nuit-là, la boîte à histoire est réapparue, ouverte, et avec un mot dessus, écrit d'une écriture d'enfant. Si le dragon a fui, c'est parce que le monde était trop petit pour lui. La pluie a commencé en fin d'après-midi, lente et fine, transformant les vitres du salon en miroirs embués. Léa et Théo étaient assis sur le tapis, réorganisant les petites figurines en papier qu'Hélène les avait aidés à dessiner durant la semaine. Des chevaliers, des dragons, des ponts invisibles, des puits avec des cordes, et un arbre avec des yeux. « Cet arbre a une voix ?» demanda Théo en le montrant du doigt. « Oui, mais il ne parle qu'à ceux qui ont déjà perdu quelqu'un » répondit Léa avec assurance.
Hélène, sur le canapé voisin, cousait à la main la couverture d'un nouveau cahier qu'ils utiliseraient comme le livre des histoires non racontées. La maison était étrangement calme, jusqu'à ce que, à 18h15, les pas d'Arnaud résonnent dans l'escalier. Léa a rapidement ramassé les papiers. Théo a tout poussé sous le canapé. Arnaud est entré avec son pardessus mouillé, le visage encore plus fermé que d'habitude. Il a déposé sa mallette sur la table basse avec force. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il a attrapé un des papiers par terre. C'était le dessin du dragon avec la cicatrice. Léa n'a pas répondu. C'est quoi ça? Un travail d'école? Qui a donné ça? Théo a regardé Hélène. Elle s'est levée lentement, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Léa a répondu « C'est à nous. On l'a inventé. Et cette idée de dragon qui fuit son père? C'est juste une histoire, papa. C'est de la manipulation émotionnelle déguisée. » Il a brandi le papier comme une preuve. « Qui vous enseigne ça ?» Hélène a fait un pas en avant. « Ils l'ont inventé seuls. Vous me prenez pour un idiot ?» Théo s'est levé, les yeux remplis de larmes. « C'est pas un mensonge. On le fait ensemble, moi et Léa. Et elle nous aide, mais c'est à nous. » Arnaud a dévisagé le petit garçon. Pour la première fois, il y a vu de la colère. « Théo, assieds-toi. »« Non !» a crié le garçon en tremblant. « Tu n'écoutes pas, tu n'écoutes jamais. » Le silence est tombé comme un coup de poing dans la pièce. Léa s'est approchée de son frère et l'a serré dans ses bras. Arnaud a reculé d'un pas, surpris, les yeux écarquillés. Il n'avait jamais vu son fils perdre le contrôle, ni pleurer de cette façon. « Théo, baisse d'un ton, » dit-il, plus contenu. Théo pleurait, le visage caché dans l'épaule de sa sœur. Hélène s'est accroupie près d'eux. Elle n'a rien dit, elle a simplement tendu la main, et Léa l'a saisie. Arnaud est resté là, immobile. Il les a regardés tous les trois, puis il a quitté la pièce, sans un mot. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Plus que d'habitude. Arnaud n'a pas pris son petit déjeuner avec les enfants. Il n'est pas parti au travail à l'heure habituelle. Il est resté enfermé dans son bureau, la mallette toujours par terre. Hélène a préparé le café des enfants, les a aidés à s'habiller et les a laissés sur la véranda, où le soleil était encore faible. Puis elle a frappé discrètement à la porte du bureau. Rien. Elle a réessayé. Monsieur Blanchard, silence. Elle a ouvert la porte doucement. Il était assis dans le fauteuil avec le même papier froissé à la main. Le dragon balafré. Il a pleuré, dit-il sans la regarder. Hélène est restée debout. Oui, il ne pleure jamais, parce qu'il n'en a jamais eu la permission. Arnaud a fait tourner le papier entre ses doigts. Il pense que je suis un monstre? Non, il pense que vous ne savez pas gérer les monstres. Il l'a regardé, pour la première fois sans défense. Je ne sais pas, en effet. Personne ne sait, monsieur, mais un enfant sent quand on fait semblant. Il a appuyé sa tête contre le fauteuil. Élise donnait l'impression que c'était facile. Elle savait comment leur parler. Moi, je ne sais pas. Je suis un étranger dans la vie de mes propres enfants. Hélène s'est approchée, lentement. Alors commencez par être un étranger présent. Qui écoute? Qui ne comprend pas tout, mais qui reste? Arnaud a fermé les yeux. Et si je gâche tout? Le gâchis a déjà eu lieu. Il vous suffit de décider si vous allez continuer à prétendre que tout est intact. En fin d'après-midi, il est apparu dans le jardin. Léa était sur la balançoire, Théo par terre, essayant de construire un fort avec des pierres. Arnaud s'est approché doucement. « Je peux aider ?» Théo l'a regardé de côté. « Tu sais construire des forts ?»« Non, mais je peux tenir les pierres pour qu'elles ne tombent pas. » Le garçon a hésité. Puis il lui a tendu une pierre plus grosse. Léa a continué de se balancer. « Tu es en colère ?»« Non, j'essaie de comprendre. » Elle a poussé la balançoire avec ses pieds. Maman disait que pour comprendre une histoire, il faut l'écouter jusqu'à la fin. Arnaud s'est accroupi par terre, à côté de son fils. Il a commencé à tenir les pierres, comme promis. Pendant un moment, personne n'a rien dit. Jusqu'à ce que Théo dise, sans le regarder, « Le dragon n'a pas fui son père. Il s'est fui lui-même, parce qu'il pensait qu'il ne méritait pas d'être aimé. » Arnaud a dégluti difficilement. Et après,
Il a compris qu'il n'était qu'un petit. Plus tard, dans la cuisine, Hélène rangeait les verres quand il est entré. Il s'est arrêté devant elle. « Merci ». Elle a levé les yeux. « Pourquoi ? De ne pas être parti quand vous en aviez l'occasion. » Elle a esquissé un demi-sourire. « Je suis déjà parti une fois, et je n'ai jamais pu revenir. » Arnaud a froncé les sourcils. « De chez vous ?» Elle a hoché la tête. « De mon fils. » Il est resté silencieux. Il est mort. Dans un incendie. Il avait 5 ans. J'étais parti travailler. Je l'avais laissé à une voisine. Je suis rentré. C'était trop tard. Arnaud a senti son corps s'alourdir. Je ne savais pas. Vous ne pouviez pas savoir. Elle a continué à nettoyer. C'est pour ça que j'écoute. Parce que personne n'a écouté quand j'ai crié. Cette nuit-là, en couchant ses enfants, Arnaud a demandé « Je peux raconter l'histoire ce soir ?» Léa l'a regardé, surprise. « Tu en connais une ?»« Non, mais je peux en inventer une. » Théo a ri. « Ça risque d'être nul. »« Ça se peut, » a dit Arnaud en souriant du coin de l'œil. « Mais ce sera la nôtre. » Léa a tiré la couverture. Théo s'est installé confortablement. Arnaud a pris une grande inspiration. Il était une fois un dragon avec des ailes tordues. Mais il pensait qu'il était un canard, jusqu'au jour où quelqu'un lui a montré un miroir. Et il a vu qui il était vraiment. « Et qu'est-ce qu'il a fait ?» a demandé Léa. Il a essayé de voler. Et il est tombé. Et après, Arnaud les a regardés tous les deux. Et après, il a réessayé. Dehors, Hélène est passée dans le couloir. Elle s'est arrêtée une seconde. Elle a entendu la voix d'Arnaud qui racontait, les enfants qui riaient. Et, enfin, la question de Léa. « Papa, c'était toi le dragon ?» Son silence a tout dit. Le printemps est arrivé discrètement, avec de nouvelles feuilles apparaissant sur les arbres du jardin de la grande maison et une douce odeur de terre mouillée juste après la première bruine du mois. Sur la terrasse, Théo était concentré sur la construction d'une sorte de machine avec des morceaux de carton, des élastiques et des bouchons de bouteilles. Léa prenait des notes dans un vieux carnet qu'ils avaient transformé en journal secret du Club du Dragon. Hélène balayait lentement les surveillants du coin de l'œil. L'ambiance de la maison n'était plus la même. Le silence existait toujours, mais il était maintenant entrecoupé. Un éclat de rire par-ci, une question en l'air par-là. Même Arnaud avait commencé à quitter son bureau plus tôt, non pas pour travailler moins, mais pour apprendre à être plus présent. Mais ce jour-là, une visite inattendue allait tout bouleverser. La sonnette a retenti vers midi. Amandine a répondu « Madame Sylvie ?» « Bonjour Amandine, je viens voir mes petits-enfants. » La gouvernante a hésité. Elle a regardé à l'intérieur, incertaine. « Monsieur Blanchard n'a pas prévenu de votre visite aujourd'hui. Je ne l'ai pas prévenu non plus. Parfois, quand on prévient trop, on perd le courage de venir. » Elle est entrée d'un pas ferme, un foulard noué autour du cou et une enveloppe à la main. Théo a vu sa grand-mère le premier. Il a couru vers elle. « Mamie !» Elle s'est baissée, l'a serré fort dans ses bras. Léa est arrivée juste après, sérieuse. « Tu es venue toute seule ?»« Oui, cette fois, juste moi. » Hélène a arrêté de balayer. Elle est restée silencieuse, observant de loin. Arnaud est descendu quelques minutes plus tard. La scène l'a pris au dépourvu. Sa belle-mère assise sur le canapé avec Léa et Théo de chaque côté, écoutant une histoire qu'elle leur racontait avec sa voix et ses mains. Il s'est raclé la gorge. Tout le monde l'a regardé. « Sylvie, Arnaud, tu aurais pu prévenir. Et toi, tu aurais pu répondre aux 4 dernières invitations que j'ai envoyées pour l'anniversaire des enfants. » Il a pris une grande inspiration. « Je suis en train de réorganiser les routines. Et pendant que tu réorganises, tu vas laisser le passé moisir dans les placards. » Ils se sont dévisagés pendant de longues secondes. Léa a serré la main de sa grand-mère. « On peut aller te montrer notre nouvelle cachette ?» Elle a hoché la tête. « Montrez-moi, oui. Après, je veux tout voir. » Les 2 enfants sont partis, tout excités. Arnaud est resté debout. Sylvie l'a observé. « Tu as peur que j'interfère ? J'ai peur de perturber ce qui revient enfin à l'équilibre. Ou peur de te souvenir de qui était vraiment Élise. » Il n'a pas répondu. Elle s'est levée et s'est approchée lentement de lui. « Tu essaies. Je le vois, mais tu as encore peur de son contact, de sa présence. Encore aujourd'hui, je respecte le deuil. » Non, Arnaud, tu protèges ta propre fierté en prétendant que le deuil
est une question d'ordre, alors qu'en réalité, c'est un chaos avec lequel on apprend à danser. Il a baissé les yeux. Elle a sorti une enveloppe de sa poche. Élise a écrit ceci pour Hélène. Je l'ai trouvé parmi ses affaires. C'est court, mais direct. Il l'a pris, sans l'ouvrir. Tu penses vraiment qu'elle aurait approuvé ce rapprochement? Sylvie a souri, presque avec tristesse. Elle se serait assise à côté d'Hélène, et elle lui aurait demandé de l'aide. Quelques heures plus tard, Hélène était dans la buanderie, pliant des thés d'oreiller, quand elle a entendu la voix de Sylvie derrière elle. On dirait que les histoires fonctionnent mieux que les psychologues de renom, n'est-ce pas? Elle s'est retournée, surprise. « Madame, pas besoin de me traiter avec autant de distance. Amandine m'a déjà tout raconté. Vous avez été la seule constante dans cette maison ces derniers mois. » Hélène a baissé les yeux. « J'ai juste fait ce que je pouvais, ce qui est exactement ce que faisait ma fille. Avec peu, elle faisait beaucoup. » Sylvie a sorti de sa poche une petite boîte en tissu. « Élise voulait vous remettre ça en personne, mais elle n'en a pas eu le temps. J'ai pensé qu'il ne serait pas juste de le garder pour moi. » Hélène l'a ouverte doucement. À l'intérieur, un simple bracelet de perles enfantines. Au fermoir, suspendu à un fil de nylon, un bouton jaune. Elle a dit que c'était le premier cadeau de Léa, à 3 ans. Un cadeau du cœur, comme elle l'appelait. Hélène l'a tenu avec précaution, les yeux embués de larmes. « Je ne sais pas si je mérite ça. Vous le méritez, parce que seuls ceux qui ont été brisés de l'intérieur comprennent comment on recoue un enfant en morceaux. » Ce soir-là, Hélène préparait le dîner, quand Léa est entrée dans la cuisine. « Mamie a dit que tu t'es occupée de maman quand elle était enceinte. » Hélène a hoché la tête en remuant le riz. « Je m'en suis occupée, parfois avec une tisane, parfois avec du silence. Et tu savais qu'elle allait mourir ?» La cuillère s'est immobilisée. « Non, mais je savais qu'elle avait peur. Elle nous écrivait des lettres? Beaucoup. » Léa a tiré une chaise. « On peut en lire une maintenant ?» Hélène a regardé la cuisinière, puis la fillette, après le dîner. Aujourd'hui, c'est lettres avec dessert. Arnaud a tout vu de loin, ses enfants assis avec leur grand-mère, écoutant des histoires. Hélène, servant le dîner avec calme, souriant peu, mais toujours au bon moment. Quand tout le monde est monté, il est descendu à la cuisine. Il a trouvé Sylvie encore avec une tasse entre les mains. « Tu lui fais confiance ?»« Plus que tu ne te faisais confiance à toi-même, Arnaud. Je ne sais pas comment permettre tout ça. Tu n'as pas à le permettre. Contente-toi de ne pas faire obstacle. » Il s'est assis sur la chaise du bout, la place d'Élise, jamais plus occupée. Sylvie s'est levée, l'a regardée. « J'ai perdu une fille. Tu as perdu une épouse, mais ces enfants, ils ont tout perdu en même temps. » Il n'a pas répondu. Ne les laisse pas perdre à nouveau. Plus tard, Léa est entrée dans sa chambre avec le bracelet au bras. Mamie a dit que maman voulait que j'aie ça, mais je veux partager. Elle l'a tendu à Hélène. Demain, c'est toi qui le portes. Après, c'est moi. Après, c'est Théo. On va faire tourner. Hélène a tenu le bouton avec soin. Merci. Léa a posé sa tête sur son épaule. Tu as la voix de maman quand on ferme les yeux. Hélène n'a rien dit. Théo est arrivé en courant de la salle de bain, un nouveau dessin à la main. C'est le dragon, mais maintenant, il a un ami. Sur le papier, un autre dragon, plus petit, volait à ses côtés. Leurs ailes n'étaient pas identiques, mais elles battaient au même rythme. Le mot a été laissé plier sur la table de la cuisine, sans signature, sans explication. Juste 2 phrases manuscrites, de la calligraphie soignée et penchée d'Hélène. Certaines histoires ont besoin de silence pour se terminer. Je ne suis pas parti. J'ai seulement laissé de l'espace pour que vous puissiez voler seul. Amandine a été la première à le trouver. Elle a lu en silence, puis est descendue en courant pour prévenir Arnaud, qui était avec les enfants dans le jardin. Léa construisait un nid de feuilles. Théo faisait des bulles de savon pour entraîner les dragons invisibles. Arnaud a écouté la nouvelle et s'est figé. Elle est partie, elle n'a laissé que ça. Il a pris le papier, l'a lu lentement, les yeux fixés sur ces mots qui en disaient tant, et en même temps, presque rien. Dans la chambre de service, tout était plié, propre, aligné. Le lit fait, le mur vide. La boîte à histoire n'était plus là. Mais il y avait quelque chose sur le bureau,
Une boîte à chaussures, recouverte de papier kraft, et attachée avec une ficelle. Sur le couvercle, collé avec du ruban adhésif, un petit autocollant « Pour quand le manque se fera sentir ». Arnaud ne l'a pas ouverte. Il a appelé les enfants. Il leur a montré la lettre. Hélène a dû partir. Léa l'a dévisagée, sérieuse. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Théo a tiré sur la manche de sa chemise. Elle va revenir? Arnaud a hésité. Peut-être pas. Léa a croisé les bras, le regard fixé au sol. Tu as fait quelque chose? Non. Si, tu fais toujours ça. Quand on aime quelqu'un, tu nous l'enlèves. La phrase l'a transpercé. Arnaud n'a pas répondu. Léa est partie en courant. Théo l'a suivi. Amandine est restée sur le seuil. Ont-ils raison? Arnaud s'est assis sur le lit, tenant le mot. Je ne sais plus ce qui est juste, Amandine. Le lendemain matin, la maison est redevenue ce qu'elle était avant. Silencieuse, mécanique, sans histoire, sans dessin par terre, sans poupée sur le canapé, sans bracelet partagé. Léa a refusé son petit déjeuner. Théo a mal dormi et n'a pas voulu sortir de sa chambre. La boîte d'Hélène est restée rangée pendant 3 jours. Le 4e jour, Léa l'a trouvée. Elle a coupé la ficelle avec des ciseaux et l'a ouverte, seule. À l'intérieur, il y avait des enveloppes colorées, marquées de phrases comme « Pour quand tu seras en colère »,« Pour quand tu ne comprendras pas papa »,« Pour quand les larmes viendront en plein cours »,« Pour quand on te dira qu'il faut être forte ». Et au fond, la plus grande enveloppe de toutes, bleue avec l'étiquette « Pour papa, quand il sera prêt ». Elle ne l'a pas ouverte. Elle a refermé la boîte et l'a emportée dans sa chambre. Cette nuit-là, Arnaud est entré dans la chambre des enfants avec 2 verres de lait. J'ai apporté ça pour aider à dormir. Léa a tourné le visage. Théo a accepté le verre mais n'a rien dit. Je sais que vous êtes fâchés. Léa s'est assise sur son lit. Tu lui as demandé de partir? Non, je le jure. Alors pourquoi est-elle partie? Il a pris une profonde inspiration. Parfois, les gens partent parce qu'ils pensent qu'on n'a plus besoin d'eux. Mais on avait besoin d'elle. Elle savait quand j'allais pleurer avant même que je le sache moi-même. Je ne sais pas faire ça. Théo a parlé, tout bas. Alors apprends. Arnaud a souri, fatigué. J'essaie. Léa s'est levée, s'est dirigée vers la commode. Elle a pris une des enveloppes de la boîte. Celle-ci, c'est pour quand on ne comprend pas papa. Elle l'a tendue à Théo. Lis-la pour lui. Le garçon a pris l'enveloppe, l'a ouverte doucement. À l'intérieur, un simple papier avec l'écriture d'Hélène. Papa aussi a été un enfant, mais parfois il a oublié comment c'était. Aide-le à se souvenir, pas avec des mots, mais avec un jeu, un dessin, un silence. Quand il se trompera, n'abandonne pas. Montre-lui le chemin du retour. Un enfant est un pont, pas un mur. Théo a tendu le papier à son père. Arnaud l'a lu en entier, les yeux embués. Puis, il les a serrés tous les 2 dans ses bras. Aidez-moi à me souvenir, chaque jour. La semaine suivante, Léa a laissé un bracelet sur l'oreiller de son père. Théo a dessiné un nouveau dragon, avec une moustache, des lunettes et une canne. C'est le vieux dragon, celui qui a oublié comment voler, mais qui a encore du feu à l'intérieur, a-t-il expliqué. Arnaud a gardé le dessin dans son portefeuille, mais malgré leurs efforts, l'absence d'Hélène était un vide béant dans leur quotidien. Ce fut Madame Sylvie qui décida de la chercher. Elle a passé des jours à poser discrètement des questions dans des réseaux d'entraide, des marchés, des églises, jusqu'à ce qu'elle entende parler d'une nouvelle employée dans une maison de retraite du quartier voisin qui racontait des histoires aux personnes âgées à l'heure du thé. Elle y est arrivée un mardi en fin d'après-midi. Elle a trouvé Hélène assise sur un banc, racontant à un monsieur aveugle l'histoire du batelier qui naviguait grâce aux odeurs de la mer, parce qu'il ne pouvait pas voir les étoiles. Elle a attendu la fin, puis s'est approchée. « Je savais que vous n'alliez pas disparaître. » Hélène s'est levée, surprise. « Madame Sylvie, la maison est devenue muette. Les enfants, ils essaient, mais vous leur manquez. » Hélène a regardé le sol. « Je devais partir. J'ai senti que j'occupais une place qui n'était pas la mienne. Vous occupiez un espace que personne d'autre n'atteignait. Mais je ne suis pas de la famille.
Et vous pensez que la famille, ce n'est que le sang? Elle n'a pas répondu. Ils ont besoin de vous, et lui aussi. Hélène a baissé les yeux. J'ai perdu mon fils parce que je n'étais pas présente. Je ne pouvais pas faire d'erreur avec les enfants d'une autre. Madame Sylvie lui a touché l'épaule. Vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez sauvé. Le jour suivant, une lettre a été déposée à la conciergerie de la demeure. Enveloppe simple, calligraphie connue. Ce n'était pas une demande de pardon, c'était juste une question. Y a-t-il encore une place pour moi au milieu de l'histoire? Arnaud a tenu le papier un moment, puis il est allé dans la chambre de ses enfants. Je crois que nous avons une réponse à écrire. Théo a sauté du lit. Léa avait déjà un crayon à la main. La réponse arriva 2 jours plus tard, pas par la poste, ni par un livreur. Elle arriva dans un sac en tissu accroché discrètement au portail latéral de la demeure. À l'intérieur, un carnet à couverture rigide, déjà un peu usé, et une lettre attachée avec une pince à linge d'enfant. Arnaud le trouva en rentrant du supermarché avec les enfants, une chose rare qu'il faisait désormais chaque vendredi. Théo le vit en premier. « Papa, il y a un truc accroché là. » Arnaud s'approcha, curieux. Il prit le sac et l'ouvrit. Léa reconnut le carnet sur le champ. « C'est le carnet des histoires non racontées. » Théo prit la lettre. Arnaud l'ouvrit là sous leur regard. « S'il y a encore une place pour moi, je laisse ici les cartes. Non pas pour que vous me trouviez, mais pour que vous ne vous perdiez jamais. Lisez ensemble, construisez ensemble, et si le vent souffle dans le bon sens, je reviendrai avec une nouvelle histoire. H. » Au bas de la page, dessiné au crayon, un dragon souriant, couché sur une pile de livres. Arnaud lut en silence. Puis il regarda ses enfants. « Vous voulez ouvrir le carnet maintenant ?» Théo hocha la tête, impatient. Léa ouvrit la couverture avec précaution. Sur la première page, un titre dessiné en lettres colorées. « Manuel secret de survie pour famille un peu cassée ». Tous les 3 s'assirent par terre dans le jardin et commencèrent à lire. Les instructions du manuel étaient simples, mais profondes. À chaque page, une proposition. Chapitre 1. Choisissez un endroit de la maison qui sera le territoire neutre. Pas de cris, pas de règles, juste des histoires. Chapitre 2. Créez une recette rien qu'à vous, un plat secret avec un nom amusant. Servez-le chaque fois que quelqu'un est triste. Chapitre 3. Lancez le défi du silence parlant. Communication uniquement par dessin pendant une journée entière. Chapitre 4. Envoyez un cadeau invisible à quelqu'un qui est loin. Et ainsi de suite. C'était une feuille de route pour se reconnecter. Le dimanche, ils choisirent le territoire neutre, l'espace entre le canapé et la bibliothèque où les coussins formaient un petit cercle. Là, Léa étendit une nappe. Théo apporta les jouets en papier. Arnaud, ne sachant que faire, prit la guitare oubliée depuis son mariage. « Tu sais jouer ?» demanda Léa. « Je savais, il y a très longtemps. » Il risqua quelques accords. Faux. Théo rit. « C'est désaccordé. »« Comme nous, » répondit Arnaud. « Mais quand même, c'est de la musique. » Léa posa sa tête sur les genoux de son père. « On peut l'appeler la salle du dragon. » Arnaud sourit. « La salle du dragon, c'est parfait. » Le lundi vint le 2e défi, la recette. Ils marinèrent des fraises dans du miel, les déposèrent sur du riz à la cannelle. Théo appela ça le risotto du courageux. Arnaud trouva ça horrible, mais il mangea jusqu'à la dernière bouchée. Léa nota la recette dans le carnet, avec la date et un dessin. Après ce jour, le dîner devint plus que de la nourriture. C'était un rituel, c'était de l'affection organisée dans des plats. Le 3e défi fut le plus difficile. Ils passèrent un après-midi entier à communiquer par dessin. Arnaud parlait peu de nature. Mais dessiner des émotions, au début, ce fut ridicule. Mais ensuite, surprenant. Théo dessina un cœur avec des fissures. À côté, une petite silhouette recollant les morceaux avec du ruban adhésif. Léa dessina un pont, avec son père d'un côté et elle de l'autre, et une bulle de dialogue. « Tu peux venir ?» Arnaud, avec difficulté, dessina 3 silhouettes se tenant la main à l'intérieur d'un cercle de feu. Au-dessus, il écrivit « J'arrive déjà ». Ce fut la première fois que Léa pleura sans se cacher, et la première fois qu'Arnaud pleura devant ses enfants.
Le mercredi, ils décidèrent de relever le 4e défi. Théo eut l'idée. On envoie un cadeau invisible à Hélène. Arnaud hésita. Comment? Par lettre, mais sans dire son nom, juste avec des indices, comme elle faisait. Léa fut d'accord. Et on le met au portail où elle a laissé le sac. Peut-être que quelqu'un le lui apportera. Pendant l'après-midi, ils écrivirent ensemble. Chère conteuse d'histoire, la salle du Dragon est devenue une salle de concert. Le risotto du courageux est devenu la blague de chaque vendredi. Et les ponts que tu as enseignés résistent encore au vent. Si le ciel est toujours le même, regarde-le demain, à 7 heures. Nous enverrons un signal. Signé. Les ailes en réparation. Avec la lettre, ils placèrent un bracelet fait de papier, de paille et d'un bouton bleu. Léa attacha le tout dans une enveloppe et ils l'accrochèrent au même portail. Le lendemain, à 7 heures du soir, tous les trois montèrent sur le toit de la véranda. Léa apporta une lampe de poche. Théo, le carnet. Arnaud apporta une bougie dans un pot en verre. « Et si elle ne le voit pas ?» demanda Théo. « Alors on l'allume pour celui qui voit maintenant. » répondit Léa en désignant son père. Arnaud alluma la bougie. Tous les trois restèrent là, en silence, observant le ciel qui s'assombrissait lentement. Alors, quelque chose se produisit. De l'autre côté de la rue, très loin, une lampe de poche clignota 3 fois, puis s'éteignit. Théo retint son souffle. Léa sourit. Arnaud murmura « Elle a vu ». Le samedi, 3 nouvelles pages pour le manuel arrivèrent, collées avec du ruban adhésif sur le portail du garage. Chapitre 5. Inventez une devise, criez-la ensemble avant chaque chose difficile. Chapitre 6. Écrivez une lettre à ceux que vous étiez, avant le manque. Chapitre 7. Trouvez un nouvel endroit dans la maison et donnez-lui un nom secret. Gardez-y quelque chose que vous ne voulez jamais perdre. Hélène ne revint pas, mais elle n'avait jamais été aussi présente. La nuit suivante, avant de s'endormir, Léa demanda à son père « Elle te manque ?» Arnaud n'hésita pas. Tous les jours, Théo tira sur la couverture. « On pourrait l'inviter à dîner un jour. »« Certainement, » dit Arnaud. « Mais seulement si elle veut revenir. » Léa regarda le plafond. Elle a dit qu'elle reviendrait avec une nouvelle histoire. On a juste besoin d'écrire le début pour elle. Le dimanche, Arnaud se dirigea vers la bibliothèque d'Élise. Il prit son plus ancien journal, l'ouvrit à la première page. Elle était blanche. Il y plaça une feuille du manuel, écrivit d'une écriture ferme « Aujourd'hui a commencé la nouvelle histoire. Et pour la première fois, je n'essaie pas de tout contrôler, juste d'écouter, juste de vivre. » Il ferma le carnet, regarda ses enfants, riant sur le canapé, puis la boîte en carton où il gardait les nouveaux souvenirs. Il sourit, parce que, sans s'en rendre compte, ils avaient gagné, ensemble. Ce lundi matin-là, le ciel était clair, et le vent soufflait comme s'il savait où pousser les choses. Arnaud se réveilla avant le réveil. Pour la première fois depuis des mois, il n'avait pas eu besoin d'un rappel ou d'un rendez-vous. Il se leva, enfila une chemise en lin clair, laissa son téléphone dans le tiroir. Il descendit les escaliers en silence, comme pour ne pas réveiller la routine. Il trouva Théo assis sur le tapis, en train de dessiner. « Qu'est-ce que tu fais ?»« La carte. » La dernière partie. Arnaud s'accroupit pour voir. C'était la carte du dragon. Mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau dans le coin inférieur. Un pont en arc, construit de pierres colorées, menant à une petite maison. Au-dessus, une légende écrite d'une écriture maladroite. Le lieu de ceux qui reviennent. Léa apparut dans l'escalier, attachant ses cheveux avec un crayon. « Papa, on doit livrer quelque chose aujourd'hui. »« Livrer ?» Elle lui tendit une enveloppe bleue. « C'est sur la dernière page du manuel. Mission finale, rendre l'origine de l'histoire à celle qui a tout commencé. » Il prit l'enveloppe. Il lut ce qui était écrit sur le devant. Pour la gardienne du silence, devenue voix. Arnaud passa toute la journée avec ça dans sa poche. Il ne parvint pas à travailler, ni à répondre aux appels. Il sortit au milieu de l'après-midi, conduisant seul. Il ne dit pas où il allait. Il s'arrêta devant la maison de retraite du quartier voisin, la même que Madame Sylvie avait visitée des semaines auparavant. Il se gara et resta là, le moteur tournant, fixant la façade blanche et les petites fenêtres
au rideau de crochet. Il prit une profonde inspiration, coupa le contact. Il entra. À la réception, une dame reconnut le nom qu'il murmura. « Madame Hélène est dans le jardin. Vous pouvez passer par là, » dit-elle en montrant le portail latéral. Il marcha lentement. Il trouva Hélène assise sous un arbre, racontant une histoire à deux personnes âgées qui somnolaient avec un sourire aux lèvres. Elle le vit de loin, mais ne se leva pas. Elle attendit qu'il s'approche. « Bonjour, dit-il, ne sachant comment continuer. « Bonjour. » Silence. Il sortit l'enveloppe de sa poche et la lui tendit. « Les enfants ont écrit ça. Mais je l'ai lu aussi. » Elle prit l'enveloppe avec soin, passa ses doigts sur les bords, ne l'ouvrit pas. « Je pensais que vous aviez appris à marcher sans moi. Nous avons appris, mais nous ne savons pas encore courir seuls. » Elle regarda le sol. « Je pensais que ma présence était un poids, que je prenais la place de quelqu'un qui ne pouvait plus revenir. » Arnaud s'assit à côté d'elle, sans demander la permission. « Personne ne remplace Élise, pas même vous. Mais vous nous avez appris à nous souvenir d'elle, sans sombrer. » Elle garda les yeux sur l'herbe. « Je ne sais pas si j'ai encore des histoires à raconter. Alors venez écouter les nôtres. » Elle le regarda enfin. Dans les yeux d'Hélène, il y avait encore de la douleur. Mais maintenant, il y avait aussi de la place pour autre chose. Ce soir-là, Léa et Théo préparèrent la salle du dragon, avec des coussins, des couvertures et 2 bougies dans des bocaux en verre. « Ce soir, c'est pour elle, » dit Léa en dessinant une pancarte avec la phrase « Réouverture de l'histoire ». Théo la colla sur le dossier du canapé. Arnaud arriva en dernier. « Elle a répondu » annonça-t-il avec un sourire discret. Les 2 enfants se tournèrent en même temps. « Et alors ?» demanda Léa. « Elle a dit qu'elle ne sait pas encore si elle peut raconter une nouvelle histoire, mais elle veut écouter la nôtre. » Théo sourit. Léa se jeta sur le canapé. « C'est déjà un début. » Arnaud s'assit avec eux. Mais elle a dit autre chose. Les 2 attendirent, attentifs, qu'avant de revenir, nous devons visiter le passé. Un dernier chapitre qui doit être lu. Léa fronça les sourcils. « La lettre de maman ?» Arnaud hocha la tête. « Celle que mamie a donnée, celle qui n'a jamais été lue. » Silence. Théo murmura. « Tu es prêt ?»« Je ne sais pas, mais je suis disposé. » Le lendemain matin, ils allèrent tous ensemble jusqu'au dressing de la chambre d'Élise. Pour la première fois, sans peur. Léa sortit la boîte de lettres. Théo tenait le bracelet de sa mère au poignet. Arnaud s'assit par terre et ouvrit l'enveloppe. C'était son écriture. « Mon amour, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'a emporté avant l'heure. Et ça fait mal, plus que je ne peux le dire maintenant. Mais je veux te demander une chose. N'essaie pas d'être père et mère à la fois. Sois juste toi, avec tes erreurs, tes faux pas et ton silence. Ils aimeront ce toi si tu les laisses faire. Apprends-leur à perdre avec tendresse et à se souvenir avec courage. Quand le manque viendra, chante, même si c'est faux, parce que le son de ta voix est la dernière chose que je veux qu'ils oublient. » Léa avait les yeux pleins de larmes. Théo était blotti contre le bras de son père. Arnaud lut jusqu'au bout. Puis, il ferma les yeux. « Je chanterai, à ma façon, mais je le ferai. » Ce soir-là, ils s'assirent dans la salle du dragon. Et pour la première fois, Arnaud apporta la guitare sans que personne ne le lui demande. Léa lui tendit un papier plié. On a écrit les paroles. Théo compléta. Il ne manque que la mélodie. Arnaud lut. Quand le feu du dragon s'est éteint, c'est l'histoire qui a soufflé à nouveau. Quand le cri s'est tu, c'est le silence qui a enseigné ce qui fut. La famille, c'est quand personne ne part. Même quand il est déjà parti, il relut. Puis il joua le premier accord. Faux, mais réel. L'invitation n'arriva pas avec faste, ni sur du papier à en-tête. Elle arriva avec 2 mots manuscrits, au dos du « Manuel secret de survie ». Ce soir, dîner. Arnaud trouva le message en rentrant du travail. Le carnet était sur la table de la cuisine, entre les casseroles sales et le bracelet en papier oublié. « Elle a répondu ?» demanda Léa, sans pouvoir cacher l'éclat dans ses yeux. Arnaud hocha la tête. Théo s'approcha lentement. « Elle va revenir ?»« Oui, pour toujours. » Arnaud s'accroupit, les attirant tous les 2 près de lui. « Je ne sais pas, mais ce soir, elle dîne avec nous. »
C'est tout ce qui compte. La maison se prépara en silence, comme si elle-même savait ce qui allait se passer. Amandine dressa la table avec la vaisselle qu'Élise utilisait pour les grandes occasions. Théo dessina des marque-places avec des noms inventés, conteuse de silence, maître des cartes, papa qui essaie, et les colla sur les chaises avec du ruban adhésif. Léa choisit un plat du manuel, le risotto du courageux, désormais adapté avec moins de cannelle et plus d'amour. Arnaud posa la guitare contre le mur, à côté de la table. Personne ne s'était concerté. Mais tous savaient que ce soir n'était pas seulement un dîner, c'était un nouveau départ, ou du moins la tentative la plus honnête jusqu'alors. À 19h14, la sonnette retentit. Théo se figea, la cuillère en bois à la main. Léa courut vers la porte puis s'arrêta, attendant que quelqu'un d'autre ouvre. Arnaud arriva lentement. Il tourna la poignée, et elle était là, Hélène, les cheveux attachés comme toujours, une jupe longue, un chemisier clair et un foulard coloré au cou. Dans ses yeux, le même soin habituel. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, de la confiance, pas en elle-même, mais en ce qu'elle représentait dans cet espace. Arnaud la fixa un instant, puis il ouvrit grand la porte. « Bonsoir, bonsoir ». Les enfants coururent. Théo s'agrippa à sa taille. Léa lui prit la main avec force. « On a gardé ta place », dit la fillette en montrant la chaise avec la pancarte, conteuse de silence. Hélène entra doucement, observant les détails. La table mise, les serviettes pliées avec des rubans, les bougies allumées, et au centre, un carnet vierge. « C'est pour que tu continues », expliqua Léa. « Si tu veux, donne compléta Arnaud. » Hélène s'assit. Les autres firent de même. Pendant un moment, personne ne parla. Juste le bruit des couverts sur les assiettes, les bougies vacillant avec le vent et l'odeur sucrée du riz chaud se répandant dans la pièce. Au milieu du repas, Arnaud se racla la gorge. « Avant que tu arrives, j'ai lu la dernière lettre d'Élise. » Hélène leva les yeux, attentive. Elle disait que je n'avais pas besoin d'être les deux, père et mère, qu'il suffisait que je sois moi. « Et maintenant ?» demanda Léa le regard ferme. « Maintenant, j'essaie de découvrir qui je suis. » Théo montra la guitare. « Et si tu chantais ?» Arnaud hésita. « La chanson n'est pas encore prête. »« Alors chante-la quand même, » dit Hélène. Il prit la guitare. Il l'accorda lentement, se trompant de cordes, testant avec soin. Puis il commença. La voix sortit rauque, basse. Mais elle sortit. Quand le feu du dragon s'est éteint, c'est l'histoire qui a soufflé à nouveau. Léa l'accompagna en tapotant des doigts sur la table. Théo ferma les yeux. Hélène sourit, mais pas de l'extérieur. C'était un sourire qui naissait de l'intérieur, comme si, pour la première fois depuis des années, une partie oubliée du monde avait retrouvé sa juste place. Après le dîner, ils restèrent sur la terrasse. Hélène raconta une histoire courte, sans dragon, sans monstre. Juste une petite fille qui apprenait à garder des secrets dans des bocaux en verre. Et un jour, découvrait que les secrets devenaient lumière lorsqu'ils étaient exposés au soleil. « Et qu'a-t-elle fait d'eux ?» demanda Léa. « Elle les a tous enterrés dans le jardin et a recommencé à vivre. » Silence, jusqu'à ce que Théo dise « Maman avait des secrets aussi ?» Arnaud regarda le ciel. « Beaucoup. Tu les connaissais ?»« Certains. » Hélène toucha le collier à son cou. D'autres, elle les a partagés avec moi. » Dans le silence, Arnaud la dévisagea. « Comme cette nuit où elle t'a demandé d'écrire pour elle ?» Hélène hocha la tête, lentement. Elle n'arrivait pas à tenir le stylo. Elle était fatiguée. Elle avait peur. « Et toi ?»« J'ai écrit. » Mais les mots étaient les siens. Arnaud regarda ses enfants, puis la maison. « Et tu te souviens de ce qu'elle a dit, en plus des lettres ?» Hélène ferma les yeux, respira profondément. Elle a dit « Si je ne peux pas rester, au moins, laissez quelqu'un qui m'a vraiment vu rester à ma place. » Les yeux d'Arnaud s'embuèrent. « Et pourquoi es-tu parti ? Parce que je pensais que vous ne vouliez pas encore me voir. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis il se leva. « Alors viens avec moi. » Ils entrèrent ensemble dans la pièce. Arnaud ouvrit le dressing d'Élise, celui qui était resté fermé pendant des mois, où rien n'était touché. Il sortit la clé de sa poche, ouvrit la porte. Là, il y avait les vêtements, les livres,
les chaussures alignées comme si elles attendaient encore des pas. Hélène regarda tout avec respect. Arnaud tendit la main et prit une petite boîte sur l'étagère du haut. Il la lui tendit. « Élise voulait que ça te revienne. Je n'ai jamais compris pourquoi. Maintenant, je comprends. » Hélène ouvrit doucement. À l'intérieur, une cassette vidéo, une étiquette manuscrite pour la gardienne. Elle faillit la laisser tomber. « Ah, elle a enregistré ?» Arnaud hocha la tête. Quelques jours avant, elle a demandé qu'on soit seul. Elle a dit qu'elle voulait laisser une dernière histoire, mais seulement pour toi. Hélène tenait la cassette à deux mains, comme si elle était trop fragile pour ce monde. Léa apparut sur le seuil. « Qu'est-ce que c'est ?» Hélène regarda la fillette. « Peut-être la dernière chose que ta mère voulait dire. Et maintenant, le moment est venu. » Dans le salon, Arnaud inséra la cassette dans le vieux magnétoscope. Le bruit de la bande qui se rembobine remplit la pièce. Théo se boucha les oreilles. L'image tremblotante apparut à l'écran. Élise, faible, mais les yeux vifs, souriante. Elle regarda droit vers la caméra. « Si cette cassette existe encore, c'est que mon histoire continue, pas grâce à moi, mais grâce à vous. Hélène, tu sais, prends soin d'eux pour moi. Apprends-leur à être libres, même dans la douleur. Et Arnaud, n'essaie pas de protéger le temps. Il ne revient pas, mais tu peux l'accompagner jusqu'où tu peux. Et ensuite, continuer. » La cassette s'arrêta. L'image figée sur son sourire. Théo pleurait doucement. Léa tenait la main d'Hélène. Arnaud se leva, respirant avec difficulté. Il les regarda tous les trois et dit d'une voix ferme, « Demain, on recommence la maison. » Le lendemain matin, personne ne demanda ce qu'il voulait dire par « recommencer la maison ». Arnaud n'expliqua pas. Il sortit simplement tôt, vêtu d'un jean et d'un t-shirt, sans montre, sans mallette, sans destination commerciale. Dans le garage, Théo et Léa attendaient déjà, basket aux pieds et le carnet d'histoire sous le bras. « On va faire quoi, papa ?» demanda Léa. « D'abord, on va désapprendre, » répondit-il en ouvrant le portail de ses propres mains. Le premier arrêt fut dans un petit magasin de peinture et de matériaux de construction. Arnaud demanda 3 pots, un blanc, un jaune, une couleur terre. Il donna à Théo le nuancier et lui demanda de choisir la couleur du soleil quand le manque s'en va. Le garçon réfléchit, puis désigna une teinte orangée au reflet discret. « Celle-là. » Léa choisit des pinceaux. Hélène arriva en taxi alors qu'il sortait. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle. Arnaud sourit. « On va effacer quelques murs et laisser les autres respirer. » Hélène haussa un sourcil. « La maison a beaucoup de règles. On va refaire les règles aussi. » L'après-midi, ils couvrirent les tableaux froids avec des draps. Ils rangèrent les horloges décoratives et les bibelots sans histoire dans des boîtes marquées « choses qui ne disent rien ». Dans le salon, Arnaud retira du mur le cadre géant avec la photo corporate de son entreprise. « Ça va où ?» demanda Léa. Il réfléchit. « Au bureau ou à la poubelle ?» Théo grimpa sur le canapé, prit une des feuilles du manuel secret et la colla sur le mur où se trouvait auparavant la photo. Une famille, c'est quand il y a des rires à la place de l'écho. Le soir, ils peignirent le mur du salon avec leurs mains, littéralement. Chacun trempait ses doigts dans la peinture et écrivait des phrases, des dessins, des symboles. Hélène écrivit, du bout du doigt, « Ici, on écoute même ce qui n'est pas dit. » Arnaud écrivit « Échouer, ce n'est pas tomber. C'est ne pas essayer de se relever. » Léa dessina un dragon. Mais maintenant, il volait avec ses enfants sur le dos. Théo dessina un cœur avec une ceinture de sécurité. « C'est pour que l'amour ne tombe plus, » expliqua-t-il. Dans la cuisine, le tableau des tâches fut remplacé par un nouveau. Mais au lieu de faire la vaisselle ou ranger les jouets, il y avait d'autres missions. Raconter une histoire par semaine, inventer une nouvelle blague par jour, à faire silence ensemble pendant le coucher du soleil, aider quelqu'un en dehors de la maison sans qu'il s'en aperçoive. Amandine, la gouvernante, entra dans la pièce et s'arrêta en voyant cela. « Qu'est-ce que c'est ?» Hélène répondit avant qu'Arnaud ne puisse ouvrir la bouche. « Le nouveau plan de la maison. Maintenant, il y a un jardin même dans la routine. » Amandine sourit. « Je peux participer ?» Théo courut vers le tiroir et apporta un papier.
Il écrivit son nom dans un rectangle et le fixa avec du ruban adhésif à côté de celui des autres. Maintenant, tu fais partie du club aussi. 2 jours plus tard, une petite réunion eut lieu dans le jardin. Hélène pensait que c'était juste pour que les enfants jouent, mais en arrivant, elle trouva une table improvisée, avec du jus de fruits, des dessins et un bracelet fait de ficelles et de perles colorées. « Qu'est-ce que c'est ?» Léa lui tendit le bracelet. « C'est la nouvelle version du bracelet de maman, sauf que maintenant, il y a un bouton pour chacun de nous. » Théo montra du doigt. « Le rouge, c'est Léa. Le bleu, c'est moi. Le vert, c'est papa. Et ce jaune, c'est vous, compléta Léa. Hélène tint le bracelet comme une relique. Merci. Arnaud s'approcha, plus sérieux. Je voudrais te faire une proposition. Elle leva les yeux. Un autre dîner? Un projet? Quelque chose de nouveau? Une idée qui est née de tout ce désordre. Hélène sourit légèrement. Et quelle est la proposition? Que tu restes, mais pas comme employée. Elle fronça les sourcils. Alors comment? Comme coordinatrice d'un espace que nous allons créer, un centre au sein de l'entreprise, destiné aux enfants en deuil, qui enseigne à raconter des histoires comme pont pour se reconstruire. Elle resta silencieuse. Le nom du projet? Compléta-t-il. Projet Else Nouvelle. Hélène posa le bracelet sur la table et prit une profonde inspiration. Je ne sais pas diriger une entreprise, Arnaud. Et moi, je ne sais pas écouter, mais j'apprends avec toi. Elle regarda les enfants, qui riaient au loin, construisant des châteaux de sable dans un coin du jardin. Puis, elle le regarda lui. Et si j'accepte, je pourrais encore continuer à raconter des histoires après le dîner. C'est une condition obligatoire. Le lendemain, la maison était différente. Non pas parce qu'il y avait des jouets dans l'escalier ou des dessins sur les murs, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, personne n'avait peur d'être vu. Théo se mit à appeler Hélène la capitaine du silence. Léa commença à écrire ses propres histoires, et Hélène promit de les relier toutes dans un petit livre rien qu'à elle. Arnaud ouvrit un nouveau carnet de notes, mais cette fois, il ne s'agissait pas de rapports. Il s'agissait de souvenirs. En haut de la première page, il écrivit « Choses que mes enfants m'ont apprises ». Plus tard, assis sur la terrasse, Arnaud regarda Hélène et demanda « Tu ressens encore de la culpabilité pour ton fils ?» Elle répondit sans le regarder « Tous les jours. »« Tu penses que ça passera un jour ?»« Non, mais maintenant, elle ne me noie plus. » Arnaud hocha la tête. « Parfois, je me demande si Élise me pardonnerait. Elle n'a pas laissé de questions. Juste des instructions, et vous les suivez toutes. » Même ainsi, Hélène le regarda. Il y a des choses qu'on ne pardonne que lorsqu'on décide de continuer à aimer celui qui a fait une erreur. Il regarda ses enfants. Alors, peut-être que j'ai encore une chance. Elle compléta. Nous en avons tous une, tant que nous sommes prêts à écouter l'histoire jusqu'au bout. Ce soir-là, Léa demanda à Hélène de raconter une nouvelle histoire. Invente-la maintenant, sur le champ. Hélène réfléchit, puis sourit. Il était une fois une maison qui avait des murs durs et des fenêtres fermées, mais qui, un jour, a appris à respirer. Et comment? Quelqu'un a oublié une fenêtre ouverte, et le vent est entré, apportant ce que personne ne savait qu'il lui fallait. Théo murmura « C'était toi, le vent ?» Hélène répondit « Peut-être, mais ce qui compte, c'est que plus personne n'a fermé les fenêtres à clé après ça. » Dans le salon, la bougie sur le carnet restait allumée. Sur le mur, le dessin du dragon avait maintenant des ailes complètes, et juste en dessous, dessiné par de petites mains, était écrit « Les histoires ne sont pas faites pour oublier. Elles sont faites pour apprendre à se souvenir de la bonne manière. » Le mois a tourné, et avec lui sont venus les jours plus chauds. Dans le jardin de la maison, maintenant réaménagé avec de petites pancartes en bois manuscrites, chemin du rire, banc des secrets, coin de la colère autorisée, les enfants couraient librement, pieds nus, les pieds sales de terre et les mains pleines d'idées. Léa venait de terminer son premier conte complet, la fille qui gardait des tonnerres dans sa poche et a appris à les transformer en bonne pluie.
Théo organisait les dessins qui illustreraient l'histoire. Arnaud aidait avec le grammage des papiers, une chose dont il ignorait tout, mais qu'il feignait de comprendre. Sur la terrasse, Hélène cousait les couvertures des livrets avec du fil rouge. « Ce n'est pas juste une histoire », dit Léa en s'asseyant à côté d'elle. « C'est la façon que maman m'a apprise pour crier sans blesser personne. » Hélène hocha simplement la tête. « Et tu sais ce qui est le mieux ?» continua Léa. « Maintenant, on n'a plus besoin de cacher le tonnerre. » Le projet Else Nouvelle commençait à prendre forme. Arnaud a aménagé une salle au sein de son entreprise, sans chaises en rangée, sans tableau de motivation. Juste des tapis colorés, des livres pour enfants, des pots de crayons de couleur et une étagère remplie d'enveloppes écrites par des enfants en deuil. Hélène fut présentée comme la directrice symbolique de l'espace, le titre que Théo avait suggéré. Directrice des silences courageux. Lors de l'inauguration, Arnaud lut un extrait de la lettre laissée par Élise. Puis, il prit sa guitare, sourit de côté et chanta à voix basse. Quand le cri s'est tu, ce fut le silence qui enseigna. L'auditoire resta silencieux. Et, pour la première fois, Arnaud n'eut pas peur de ce qu'il ressentit à ce moment-là. À l'école, Léa présenta son histoire à sa professeure comme devoir de rédaction. « C'est de la fiction ?» demanda la femme. « Non, c'est ce que j'ai vécu. » Théo, le même jour, apporta un dragon en peluche et expliqua à ses camarades ce que c'était que d'avoir un manque et de ne pas savoir où le ranger. Parfois, on a besoin de prêter son manque à quelqu'un pour qu'il le tienne un peu, dit-il. Dans la cour, un garçon pleura doucement. Théo s'assit à côté de lui. Ne dit rien. Il resta juste là. Amandine, la gouvernante, modifia le règlement de la maison. Plus personne n'avait l'interdiction de rire pendant les heures de travail. Hélène accrocha une nouvelle plaque dans la buanderie. Ici, on lave le linge, le manque et parfois les yeux. Même les voisins remarquèrent le changement. Cette maison était muette avant, dit le concierge de la rue. Maintenant, ça sent le gâteau tous les samedis et on entend de bonnes conversations. Arnaud, en entendant cela, se contenta de sourire. Un samedi plus tard, Madame Sylvie arriva pour le petit déjeuner avec un dossier sous le bras. « Qu'est-ce que c'est, mamie ?» demanda Léa. « Les lettres qu'Élise écrivait quand elle était enfant. Elle faisait ça. Elle s'écrivait à elle-même dans le futur. » Théo ouvrit une des feuilles. « Chère Élise, quand tu seras grande, n'oublie pas d'aimer qui tu étais, » lut-il. Hélène s'approcha. Elle prit une feuille au hasard, la plia lentement et dit « Je vais garder celle-ci, comme un souvenir de qui elle était et de qui vous serez un jour. » L'après-midi suivant, Théo demanda « Et si on avait une autre histoire avec une fin différente ?» Hélène le regarda. « Comment ça? Genre, et si maman était restée? Comment ça aurait été ?» Léa répondit à sa place. « Je pense qu'on aurait été heureux, mais d'une manière qui n'aurait pas été la nôtre. » Hélène hocha la tête. « Parfois, la douleur enseigne un amour que la joie ne sait pas expliquer. » Théo ne comprit pas tout, mais il comprit l'essentiel. Dans le salon, Arnaud colla un mot sur le miroir pour lui-même. « Quand tu oublies quoi faire, écoute. Quand tu ne sais pas comment réagir, respire. Et quand tu veux fuir, serre dans tes bras quelqu'un de plus petit que toi. » Chaque matin, il le lisait. Chaque soir, il le faisait. Le avant-dernier dimanche du mois, un nouveau rituel vit le jour. Ils s'assirent tous dans le jardin autour d'une boîte en bois. Léa tenait une enveloppe. « Aujourd'hui, c'est au tour de Théo de mettre un secret ici. » Théo hésita, puis il écrivit quelque chose sur un petit papier et le mit dans la boîte. « C'est un bon secret, mais je ne sais pas encore le dire à voix haute. » Arnaud le serra dans ses bras. Hélène prit la boîte et la rangea sur l'étagère. La boîte des bons secrets, à n'ouvrir que lorsque la peur sera passée. Léa écrivit sur le couvercle, « Pas pour le monde, pour plus tard. » À la fin de la soirée, Arnaud appela Hélène sur la terrasse. « Tu as des projets pour demain ?»« J'en ai toujours, mais la plupart peuvent attendre. Je pensais emmener les enfants là où Élise est née, une petite ferme. Il y a des arbres anciens, du silence. » Hélène sourit. « Le silence est ma langue maternelle. Tu peux venir avec nous ?» Elle hésita. « Tu es sûr ? » « Je le suis, parce que maintenant,
Je sais qu'il y a de la place. Et parce que, si c'est pour visiter le passé, je veux y aller avec celle qui m'a aidé à revenir. Elle ne dit rien. Mais elle resta. Cette nuit-là, Théo colla une nouvelle affiche sur le mur du salon. Recommencer, ce n'est pas oublier. C'est décider de se souvenir d'une manière qui embrasse. Arnaud le lut. Il déposa un baiser sur le sommet de la tête de son fils. Léa entraîna Hélène dans une danse au milieu du salon, sans musique. Parfois, le son gêne la mémoire du corps, expliqua-t-elle, et elles tournèrent lentement, avec précaution, comme si elles berçaient, enfin, la dernière page d'une histoire ancienne, juste pour pouvoir écrire la suivante les mains libres. 6 mois plus tard, le portail de la maison s'ouvrit avec un léger grincement, le seul son qui rappelait encore les temps anciens. Le reste était déjà à un autre lieu. La façade était restée la même, mais il y avait maintenant des dessins à la craie sur le trottoir, des phrases courtes en lettres d'enfant. Ici vivent des gens avec un bon manque. Les dragons sont les bienvenus. Les histoires ne frappent pas à la porte. Elles entrent directement. Dans le jardin, les chemins de pierre formaient des figures. L'un d'eux menait à une petite cabane en bois fraîchement construite. C'était le nouvel atelier d'histoire, utilisé par Léa et Théo les fins d'après-midi. Léa écrivait maintenant sur un vieil ordinateur portable de son père qu'il lui avait offert. Théo était l'illustrateur officiel. La prochaine histoire parle d'un père qui est devenu un ami sans cesser d'être un héros, dit-elle en tapant, et d'une femme qui est devenue une maison, compléta Théo en collant son nouveau dessin au mur. À l'intérieur, suspendu au plafond par un fil de nylon, se trouvait le bracelet aux boutons colorés. Un symbole permanent de ce que personne ne feignait plus d'oublier. Au centre communautaire de la ville, le projet Elles Nouvelles achevait son 3e mois d'activité. Il avait déjà accueilli 57 enfants, tous avec des histoires difficiles. Aucune pareille. Toutes écoutées. Hélène coordonnait le tout avec la même douce fermeté qu'elle avait toujours eue. Elle ne portait ni badge, ni n'avait de bureau attitré. Elle s'asseyait par terre avec les petits, écoutait en silence et distribuait des enveloppes manuscrites avec des titres comme « Pour quand le monde semble trop grand »,« Pour quand la douleur est plus grande que le courage »,« Pour quand personne ne semble écouter ». Sur le mur de l'entrée, un tableau de liège était couvert de mots laissés par des parents, des oncles et des grands-parents. Parmi eux, un griffonné d'une écriture d'adulte « Vous n'avez pas sauvé mes enfants ». Vous leur avez appris à se sauver eux-mêmes. Signé Arnaud. Sur la dernière page du nouveau livre de Léa, elle écrivit la dédicace. Pour la femme qui n'a pas demandé la permission, mais qui a laissé la porte ouverte. Et en dessous, en lettres fermes, parce que certaines personnes ne changent pas notre histoire. Elles en deviennent une partie. La sonnette retentit. Hélène ouvrit le portail avec un sourire calme, s'y attendant déjà. Léa courut pour la serrer dans ses bras. Théo montra le ciel. « Regarde, le dragon est revenu !» Elle regarda, puis répondit, presque dans un murmure, « Non, il n'est jamais parti.